Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour votre rendez-vous de l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, après Bamako samedi, le président du Ghana, John Dramani Mahama, s'est rendu à Niamey le dimanche 9 mars dans le cadre d'une tournée diplomatique au Mali, au Niger et au Burkina Faso, dont l'objectif est de tenter une réconciliation entre les trois États de l'AES et la CEDEAO. Le parti au pouvoir au Canada a élu Mark Carney, économiste de 59 ans, comme futur Premier ministre du pays, en remplacement de Justin Trudeau, après avoir recueilli 85,9% du vote des militants. À suivre dans ce journal sa victoire et son portrait. C'est la séquence la plus meurtrière en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Plus de 1000 civils appartenant à la minorité religieuse alawite auraient été tués en 2 jours par les forces de sécurité du nouveau régime. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de massacres, de pillages dans la région de Latakia. Plus de détails dans cette édition. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Le président ghanéen John Dramani Mahama était dimanche à Niamey au Niger pour rencontrer le président du CNSP, le général Abdourahmane Tiani, dans le cadre d'une tournée diplomatique au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Cette visite intervient après un séjour de 24 heures au Mali où le président Mahama a plaidé en faveur d'un rapprochement entre la CEDEAO et l'AES, soulignant l'importance d'une coopération constructive entre les 2 blocs régionaux pour faire face aux défis communs. Raffermir la coopération entre le Niger et le Ghana, notamment sur les plans sécuritaires et politiques, mais aussi, comme samedi à Bamako, évoquer un éventuel rapprochement entre les autorités de Niamey et la CEDEAO. John Dramani Mahama a un double objectif lors de cette visite éclair ce dimanche au Niger. Le président du Ghana s'est entretenu avec celui du CNSP, le général Abdourahmane Tiani. Le Niger, comme ses voisins maliens et burkinabés, a quitté la CEDEAO en janvier. Les 3 pays réunis depuis l'été dernier au sein d'une confédération, l'AES, accusent l'organisation ouest-africaine de ne pas les avoir soutenus dans leur lutte contre les violences djihadistes et d'être inféodés à la France. Samedi, à Bamako, le président Mahama a considéré l'AES comme irrévocable, tout en souhaitant au minimum une réconciliation entre cette jeune alliance et la CEDEAO. Je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre le leadership de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Dernière étape prévue pour le président ghanéen, le Burkina Faso. Au Gabon, les noms des candidats à la présidentielle du 12 avril prochain sont connus. Sur plus d'une vingtaine de candidatures enregistrées, 4 ont été validées par la Commission nationale d'organisation des élections. Parmi les prétendants retenus à la magistrature suprême, le président actuel, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. On écoute le ministre gabonais de l'Intérieur. Les dossiers de candidature des compatriotes suivants ont été jugés recevables. Il s'agit de messieurs Bilebinze Alain-Claude, Essingon Joseph Lapensé, Iloko Boussengi Stéphane Germain et Oligui Nguema Brice Clotaire. L'ancien chef de l'État gabonais Joseph Kabila a accordé un entretien télévisé à une chaîne namibienne. Il a annoncé qu'il comptait se consacrer entièrement à la situation dans l'est de la RDC en mettant sur pause ses études en Afrique du Sud. Dans le même temps, 2 de ses proches ont été convoqués par la justice congolaise pour collusion avec le M23. Il sort de l'ombre. Pour la 2e fois en 15 jours, Joseph Kabila prend la parole. Après les colonnes d'un journal sud-africain, l'ancien chef de l'État congolais accorde un entretien télévisé à une chaîne namibienne. L'homme politique, désormais en exil, s'exprime sur le conflit à l'est de la RDC. Les Congolais ont un rôle à jouer individuellement et collectivement. La région a un rôle à jouer et je crois qu'ils essaient de le faire.
Nous aurions pu aborder la situation différemment et probablement d'une meilleure manière que cela a été fait. Une pique en direction des autorités congolaises, car Joseph Kabila est critique à l'égard du président en exercice Félix Tshisekedi, accusé de tribaliser le pouvoir. Quand j'ai quitté la présidence, nous avions une coalition gouvernementale en place. Mais le gouvernement a, de façon unilatérale, mis fin à la coalition parce que le président Tshisekedi a dit qu'il n'en avait plus besoin. Les relations sont tendues entre le PPRD de Joseph Kabila et l'UDPS de Félix Tshisekedi. Des hauts cadres du parti de l'ex-président Kabila sont convoqués devant la justice ce lundi, soupçonnés de collusion avec le mouvement armé M23. C'est encore l'acharnement de plus, parce qu'il n'y a même pas une semaine que nous étions au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça fait peur à ceux qui sont en train de nous diriger et qui veulent gérer les pays dans l'opacité et instrumentaliser la crise qui est à l'Est? Les accusations des proches de Kabila sont rejetées en bloc du côté de la formation politique de Félix Tshisekedi. L'UDPS ne peut jamais, en aucun cas, avoir peur d'un parti comme PPRD qui a signé les contrats avec le Rwanda, avec CNDP, avec AFC, pour tuer le peuple congolais. Pour l'instant, le bras de fer entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se poursuit à distance. L'ancien président congolais a dit mettre entre parenthèses ses études en Afrique du Sud pour se consacrer à la situation en RDC. Direction la Suède à présent, un pays longtemps réputé pour être l'un des plus sûrs au monde et qui est aujourd'hui rattrapé par le trafic de drogue. Vous allez le voir dans ce reportage, une guerre entre gangs est en train de déstabiliser certaines villes. Une violence inédite, le nombre de morts par balle a triplé depuis 10 ans. Les gangs règlent leur compte et sèment la terreur. La scène fait froid dans le dos. En décembre dernier, dans ce parking, un célèbre rappeur suédois est assassiné. Depuis quelques années, la Suède est confrontée à une flambée de la violence entre gangs rivaux qui règlent leur compte quasi quotidiennement au fusil d'assaut, à la grenade ou à la bombe artisanale. À l'origine de ces violences, une lutte entre deux clans de trafiquants pour le partage du marché de la drogue qui a enflammé tout le pays. Pris entre deux feux, les habitants, les commerçants n'ont d'autre choix que de subir. Mi-janvier, dans la banlieue de Stockholm, ce restaurant a été pris pour cible. La déflagration a fait d'importants dégâts, jusque dans les commerces voisins. Je vis dans ce quartier depuis 39 ans, et on n'avait jamais vu ça. Maintenant, ça arrive partout. À Stockholm, Malmö, dans tout le pays, nous avons tous peur. S'agit-il d'une intimidation, d'une vengeance ou d'une tentative de racket? C'est la grande question, mais c'est comme ça. Le commerçant ne souhaite pas nous en dire plus. Les criminels n'hésitent pas à s'attaquer aux maisons de leurs rivaux ou à celles de leur famille. À Hässelby, en 2023, c'est toute une partie d'un quartier qui a été détruite. Les auteurs sont pour la plupart de jeunes adolescents. Pourquoi les moins de 18 ans sont-ils autant impliqués dans cette guerre des gangs? Pour comprendre, nous avons rendez-vous à la nuit tombée avec Youssef, 19 ans. Parmi ses activités, trafic de drogue. J'ai vu une vingtaine de clients. Aujourd'hui, c'est jour de paye en Suède. Mais aussi pose de bombes artisanales. Il agit en tant qu'intermédiaire et sous-traite les contrats à une vingtaine de mineurs qu'il dit avoir sous ses ordres. Pour chaque explosion, lui se fait payer entre 3 et 5 000 euros. Il y a des gens plus âgés, plus haut placés que moi, et qui ne veulent pas se salir les mains. Alors ils font appel à moi, je trouve les contrats, je trouve les gens qui vont l'exécuter, puis je prends la plus grosse partie de la somme, 60-70%. Une arme à feu, ça coûte entre 2 500 et 3 000 euros, alors que les explosifs, c'est 80 euros, c'est plus rentable et ça fait plus de dégâts. Et s'il travaille avec des adolescents, de préférence de moins de 15 ans, ce n'est pas par hasard. Les plus jeunes sont plus faciles à manipuler. Ils veulent s'acheter de belles choses et pour ça, ils ont besoin d'argent. Ils ne risquent pas d'être condamnés. Au pire, ils seront suivis par les services sociaux. Difficile d'empêcher ces adolescents recrutés via les réseaux sociaux de commettre des actes d'intimidation et d'assassinat. La police fait comme elle peut, mais les têtes de réseau, souvent basées à l'étranger, ont trouvé une brèche dans la législation suédoise.
On ne condamne pas les gens de moins de 15 ans en Suède. On ne peut pas les juger. Malheureusement, ces jeunes sont souvent traités comme des objets jetables par les commanditaires. Ils ne les connaissent pas. Ils ne peuvent donc pas les dénoncer. Le parti au pouvoir au Canada a élu dimanche Mark Carney, économiste de 59 ans, comme nouveau chef et futur premier ministre du pays avec 85,9% des votes et succède ainsi à Justin Trudeau. Les images. Et en première place, le prochain premier ministre du Canada, Mark Carney, 131 674 points, 85% des votes et des points. Mark Carney qui récolte 85% des voix, donc plus que ce que M. Trudeau avait récolté en 2013 en passant. Mark Carney qui deviendra le premier non-élu, jamais été élu, premier ministre d'ici quelques jours au Canada, premier ministre désigné lorsque Justin Trudeau et lui échangeront donc le pouvoir. Il devra se rendre chez la gouverneure générale, former son conseil des ministres au cours des prochains jours. Mark Carney, 59 ans, économiste, doctorant, sous-ministre, gouverneur de la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre. Et après des années à travailler dans l'ombre du gouvernement canadien, Mark Carney a réussi son pari de se lancer en politique active. L'économiste de carrière a été élu dimanche chef du Parti libéral du Canada et deviendra dans quelques jours le premier ministre du pays. Retour sur son parcours. And the 24th Prime Minister of Canada, Mark Carney. Merci. À 59 ans, Mark Carney passe du statut d'économiste à celui de chef du Parti libéral du Canada. Vive le Canada! Merci tout le monde! Et bientôt à celui de premier ministre, même si cela pourrait être de courte durée. Je suis né à Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest. Né de parents enseignants, il grandit à Edmonton, en Alberta, où il joue au hockey. Comme ses deux frères, Mark Carney étudie à l'université Harvard. Après son passage à la société de placement Goldman Sachs, il reprend ses études à l'université d'Oxford, où il obtient en 1995 un doctorat en économie et où il fait la rencontre de David Lametti parmi les Oxford Blues. C'est une tradition canadienne, si on veut. Plusieurs ont joué, comme Lesterson et d'autres. Mark était excellent comme gardien. Il avait joué à Harvard Junior Varsity avant de venir à Oxford. Et la qualité des discussions dans le vestiaire n'était pas ordinaire. La banque s'attend à ce que la croissance soit anémique. En 2008, à l'âge de 42 ans, il devient gouverneur de la Banque du Canada. Félicitations et bonne chance. Moi, j'étais au gouvernement à l'époque. Il était très bien perçu par notre gouvernement, tellement bien d'ailleurs que lorsque son nom a été suggéré pour devenir le gouverneur de la Banque du Canada, le premier ministre a accepté cette nomination. L'ancien premier ministre Stephen Harper, qui demeure à présent très critique à son égard, avait félicité à l'époque son travail remarquable, alors que le Canada était en récession. En 2011, il fait la couverture du magazine Maclean's, où il est décrit comme le Canadien engagé pour sauver le monde. De 2013 à 2020, Mark Carney devient le premier non-britannique à la tête de la Banque d'Angleterre, au moment où le Royaume-Uni traverse l'après-Brexit. En 2020, il est envoyé spécial aux Nations unies pour l'action climatique et la finance. De retour au Canada, Mark Carney devient en 2024 conseiller économique de Justin Trudeau, dont il souhaite maintenant se distancier. Tout autre chose à présent, c'est la séquence la plus meurtrière en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Plus de 1000 civils appartenant à la minorité religieuse alawite auraient été tués en 2 jours par les forces de sécurité du nouveau régime. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de massacres, de pillages dans la région de Latakia. La Syrie est le théâtre d'un véritable bain de sang. Plus de 1000 personnes ont été tuées en 2 jours. Parmi elles, 745 civils. Tout a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi.
Les derniers partisans de Bachar al-Assad, chassés du pouvoir le 8 décembre dernier, ont déclenché une attaque sanglante contre les forces de sécurité du nouveau gouvernement syrien. Après ces violences, la réponse du nouveau gouvernement est immédiate. قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان. Des renforts lourdement armés ont été envoyés à l'ouest pour maîtriser les pro-Assad. Mais ces opérations militaires se sont transformées en vengeance, en véritables raids meurtriers avec des exactions notamment contre des civils non armés. Des vidéos montrant ces images difficiles sont relayées sur les réseaux sociaux. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénonce des exécutions se basent sur la confession ou l'origine régionale des civils. Le gouvernement, lui, parle de dizaines d'exécutions sommaires qui seraient dues à des milices indisciplinées venues soutenir l'armée. سيحاسب حسابا شديدا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقواما بجريرة أقوام فإن أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا. Alors que les affrontements se poursuivent, des civils ont fui vers le Liban, d'autres se sont réfugiés dans une base militaire russe implantée en Syrie. Le rétablissement de la sécurité, c'est vraiment le principal défi pour le nouveau pouvoir syrien après plus de 13 ans de guerre civile. Le président par intérim s'efforce de rassurer les minorités et appelle ses forces à faire preuve de retenue, mais cet appel au calme n'est pas entendu par l'angle de son armée, dont certains membres semblent être parfois hors de contrôle. Et face à cette flambée de violence depuis la chute de Bachar al-Assad, des dirigeants arabes, occidentaux et la Chine ont condamné les tueries de ces derniers jours contre les minorités en Syrie. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités syriennes à y mettre fin. Le sujet s'est invité en pleine conférence des pays voisins de la Syrie. Réunis à Amman pour évoquer la reconstruction et la sécurité dans la région, les délégations de Jordanie, d'Irak et de Turquie se sont émues des exactions commises en Syrie ces derniers jours, appelant la population à ne pas tomber dans les violences confessionnelles. Nous avons constaté que la politique que le gouvernement syrien poursuit depuis des semaines, sans aucune provocation, tente d'être contrecarrée par des provocations. Ici, bien sûr, il est important que tous nos frères en Syrie, qu'ils soient alaouites, chrétiens ou druzes, restent à l'écart de toutes ces provocations. Pour le ministre iranien des Affaires étrangères, dont le régime était un allié de longue date du président syrien déchu Bachar al-Assad, lui-même alaouite, rien ne justifie les violences contre les minorités en Syrie, incluant celles des alaouites. La Ligue arabe, Washington, Pékin et d'autres capitales comme Londres ont également condamné ces tueries. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme appelle les autorités syriennes à y mettre fin. Les tueries de civils dans les zones côtières du nord-ouest de la Syrie doivent cesser immédiatement. La France, elle, a exprimé son inquiétude et sa condamnation après la mort de centaines de personnes depuis jeudi. Une réunion du Conseil de sécurité à huis clos sur la Syrie se tient ce lundi à l'ONU. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a été remis en liberté samedi du centre de détention où il était incarcéré depuis janvier après l'annulation par un tribunal de son arrestation pour des raisons de procédure. Mais il fait toujours l'objet d'une enquête sur sa déclaration de la loi martiale. Après un bref bain de foule pour saluer ses partisans, il a rejoint sa résidence présidentielle. Quelques minutes auparavant, Yoon Suk-yeol avait quitté le centre de détention où il était incarcéré depuis janvier. Le président sud-coréen destitué a été remis en liberté samedi matin après l'annulation pour vice de procédure du mandat d'arrêt qui avait permis son arrestation. Ses partisans réunis dans la capitale ne cachent pas leur satisfaction. Enfin, on a obtenu cette annulation. C'était illégal et complètement déraisonnable. Au même moment, ils étaient plusieurs milliers à s'être de nouveau rassemblés sur cette grande artère de Séoul pour manifester leur opposition au président et à cette décision judiciaire, estimant qu'elle ne reflétait pas l'opinion publique. J'ai du mal à contenir ma colère. Il faut respecter les décisions judiciaires. Mais je pense que le tribunal ne fait qu'interpréter des dispositions légales et qu'en faisant cela, il piétine encore plus la colère des citoyens.
Début décembre, le président Yoon a déclaré la loi martiale au motif qu'elle était nécessaire pour éradiquer, selon lui, des éléments hostiles à l'État. Quelques semaines plus tard, il a été destitué par le Parlement dirigé par l'opposition, accusé d'avoir violé son devoir constitutionnel. Après plusieurs tentatives d'arrestation infructueuses, il a finalement été placé en détention en janvier. La décision d'annulation du mandat d'arrêt pour des raisons de pure forme n'empêche pas la poursuite de l'enquête sur sa déclaration de la loi martiale, toujours en cours. Un mot de religion pour terminer ce temps d'information. Les églises évangéliques de France se sont rassemblées en région pour vivre l'unité de la diversité évangélique le dimanche 5 octobre 2025. C'est le début du projet Célébration 2025 qui avait été annoncé le 9 juin 2023. Le site web lancé spécialement par le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, pour cet événement dénombre déjà 60 célébrations organisées par les sections locales ou départementales. Selon la fêtière, l'objectif est de célébrer Jésus-Christ ensemble pour témoigner de la bonne nouvelle, mais aussi d'approfondir l'unité, de manifester l'identité et le témoignage des protestants évangéliques de France envers tous. Le site web propose ainsi une section destinée aux organisateurs pour les aider à préparer ce rendez-vous, ainsi qu'une carte répertoriant ces rassemblements. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.